Vous l'avez peut-être oublié, la santé mentale est la grande cause nationale de cette année 2025. Il faut le reconnaître, une grande cause un peu discrète, alors que 41% des Français se disent concernés. Parmi eux, il est une population à laquelle on ne pense pas forcément tout de suite. Ce sont les soignants, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital. Or, les chiffres sont impressionnants. 35% considèrent leur santé psychologique comme mauvaise. 45% des soignants présenteront des signes de burn-out sévère. Plus de 37% montrent des niveaux élevés d'anxiété et de dépression, mais seulement 12% bénéficient d'un suivi psychologique adapté. Densité des charges à accomplir, sous-effectifs, incivilité, travail de nuit, garde sont les causes les plus citées, mais celle qui est moins connue, c'est la souffrance des soignants face à la mort de leurs patients. Plus de 666 000 Français meurent chaque année, dont 60% à l'hôpital. Un médecin, lui-même victime d'un burn-out, a réalisé en juillet dernier une marche de plus de 900 km à travers la France pour alerter, libérer la parole, comprendre et proposer des solutions. Thibaut Damy, chef du service de cardiologie au centre hospitalier universitaire Henri Mondor à Créteil, près de Paris, est votre invité. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé, BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Thibaut Damy, bonjour. Bonjour Alain. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes emparé, vous, cardiologue, de cette cause, la souffrance des soignants face à la mort de leurs patients ? Parce que j'ai vécu cette souffrance avec moi-même en moi, mais aussi mes équipes, parce que ça fait 15 ans qu'on prend en charge une maladie grave et on a été confronté à la mort dans notre service, sans y être préparé et sans y être formé. Et il a fallu trouver les moyens de faire face pour pouvoir, bien sûr, prendre en charge correctement les patients et les familles. Et vous, vous avez craqué ? Et moi, oui, j'ai fait donc un burn-out, mais aussi un traumatisme vicariant. Un traumatisme vicariant, c'est un état de stress post-traumatique qu'on voit chez les soldats lors des conflits, et d'ailleurs qui sont pris en charge par l'armée. Et les soignants peuvent souffrir exactement de la même chose, un état de stress post-traumatique, de voir en fait mourir des patients. Donc ça peut être une seule mort traumatisante, comme par exemple le décès d'une maman en maternité, un lieu où on doit donner la vie, mais aussi un enfant en maternité. Et puis dans des services de pathologie chronique comme le mien, c'est les morts récurrentes de patients où on n'a pas le temps de se réparer et la mort survient qui peuvent toucher profondément les soignants. C'est-à-dire quand on est soignant, on a fait ce métier par empathie pour prendre en charge et vraiment dans un don de soi. Et dans nos études, on nous a tout est axé sur le patient, mais pas à l'impact du soin sur le soignant. Et la mort, en fait, fait partie de cet impact, la souffrance, la maladie aussi. C'est intéressant parce que vous dites on n'y est pas formé, on n'y est pas préparé. Pourtant, je suis sûre que tous les deux, quand vous avez dit que vous faisiez médecine, on vous a dit ah non, moi, je pourrais pas, moi, je pourrais pas être confrontée à la mort. Alors, en fait, non. Quand on est jeune, qu'on a 17-18 ans et qu'on s'engage dans des études de soins, quelles que soient les études, on y va avec la fleur au fusil. Clairement, vous voyez l'analogie avec le monde militaire. Mais on va faire de l'humanitaire, on va sauver des vies, etc. Et dans toutes nos études, c'est ce terme un peu sauver des vies. La médecine est devenue une médecine à l'acte. C'est l'acte qui guide en fait l'hôpital-entreprise ou le soin-entreprise et qui va assurer le financement. Et tout est axé sur un acte ou une prescription. Et la confrontation à la mort va être compliquée puisqu'à un moment, en fait, tout médecin qu'on est, tout soignant qu'on est, on est confronté en fait à la maladie. C'est-à-dire que globalement, tous nos patients vont mourir un jour et nous aussi avec. Et donc, à un moment, la mort est vécue comme un échec de nos thérapeutiques et de notre formation. Et l'enseignement, là, a un trou, clairement. Alors, on va revenir sur ces formations, sur ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, mais je voudrais qu'on parle quand même de cette idée que vous avez eue de parcourir la France à pied, au moment des vacances dernières, pour alerter, qu'est-ce qui vous a motivé à aller rencontrer, en fin de compte, les autres soignants, puisque c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif, c'est-à-dire, moi, je me suis réparé, j'ai fait plus de 5 ans de psychothérapie de EMDR pour aller jusqu'au bout, en fait, de comprendre ce qui se jouait en moi. Donc, je suis un laboratoire vivant, on va dire, d'expérience. Et puis, on a fondé un collectif avec les soignants du cœur qui s'appelle Les Survivants. On a fait des études, on fait de la recherche sur ça pour voir l'état de santé des soignants et démontrer l'impact de la mort. Mais voilà, tout ce qu'on fait, on a du mal après à rentrer dans le monde des médias, de la communication, pour pouvoir dire haut et fort ce qui se passe, parce que ce n'est pas que dans la cardiologie, c'est également dans toutes les disciplines, et notamment dans les disciplines de pathologie chronique, les pathos, la neurologie, etc. Donc l'idée, en fait, de s'interrompre pour faire cette marche, c'était aussi démontrer
que ce tabou, ce tabou de la mort, il est dans la société française, mais il se retrouve aussi chez les soignants et dans notre système de formation et de notre prise en charge. Ce qui est incroyable, en fait, c'est que la mort a été déléguée aux hôpitaux, majoritairement, mais évidemment, tous les soignants et acteurs hospitaliers y sont touchés. Mais pour autant, ce n'est pas une mission reconnue de l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital n'a pas pour mission de prendre en charge la mort. Et donc, la mort n'est jamais évaluée dans l'hôpital. Jamais. Les parcours de fin de vie ne sont pas anticipés, ne sont pas évalués. Et les soignants qui y sont confrontés ne sont pas pris en charge. Et pour autant, pour un directeur de l'hôpital, ça serait très facile de savoir combien il a de morts dans son hôpital et où les gens meurent. Et pour autant, non, ce n'est pas fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu un rapport de l'IGAS qui a été fait en 2009-2010. L'Inspection générale des affaires sociales. Voilà, qui dénonce tout ça en 2009-2010. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Rien, en fait, rien. Et ce rapport demandait à ce que la mort soit reconnue comme une mission de l'hôpital, puisqu'elle l'est réellement, pour qu'on puisse quantifier et pour qu'on puisse évidemment améliorer notre prise en charge et la révéler. Donc il y a un tabou de la mort chez les soignants, on est dans ce déni, etc., par notre formation et parce qu'on vient de cette société où la mort ne fait plus partie de la vie. La mort donne sens à la vie, ça c'est un autre sujet philosophique, mais c'est donc important de changer, en fait. Voilà. Et donc cette marche, c'était justement pour être là avec vous et pour pouvoir communiquer et avancer. On a pu voir l'avant-dernier ministre de la Santé, mais on espère pouvoir voir le nouveau ministre de la Santé parce que, en fait, c'est important de donner cette vision globale, en fait, que la mort fait partie du soin et qu'effectivement, elle a été déléguée à l'hôpital et que désormais, l'hôpital doit assurer cette mission, mais assurer cette mission réelle, en fait. Voilà. Quand vous avez marché, vous dites tabou, mais quand vous avez fait des rencontres avec des soignants de toute la France, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce qu'il y en a certains qui se sont confiés ? Est-ce que ça dépend de l'empathie de chacun, de l'éducation ? Alors, évidemment, cette gestion de la mort dépend excessivement des soignants, mais la plupart des soignants ont fait ce métier par empathie, voilà, et par don de soi. Donc en fait, on est tous globalement dans ce domaine d'empathie, et souvent d'ailleurs, les soignants ont fait ce métier pour réparer quelque chose qui est survenu dans leur famille ou dans eux-mêmes, en fait. Ils n'en ont pas forcément conscience, mais il y a cette réparation. Et quand ils vont être confrontés à la mort, ils vont être d'autant plus impactés qu'ils sont aussi déjà atteints personnellement. Et donc oui, j'ai rencontré des centaines de soignants, mais aussi des centaines d'habitants du territoire en franchissant des déserts médicaux. Et ce temps que m'a donné cette marche, ça a été des temps, d'avoir du temps en fait pour échanger et pour parler. Et clairement, c'est partout en fait, c'est partout. Et les Français que j'ai rencontrés, ces habitants des territoires, m'ont montré les conséquences des déserts médicaux, la non prise en charge. J'ai rencontré deux équipes, enfin deux familles différentes à plus de 100 km qui revenaient d'un enterrement de quelqu'un qui s'était suicidé dans le cadre d'un cancer faute de soins. Donc évidemment, ils sont extrêmement impactés et j'ai rencontré des patients et des familles qui ont été malmenés par des soignants non formés et épuisés dans le cadre de la mort. Voilà. Et les soignants que j'ai rencontrés, encore une fois des centaines, tous ceux qui sont venus évidemment à ces réunions, débats et conférences, initialement il y en avait 14, ça finit à plus de 20, partagent la même chose. Et effectivement, ces réunions ont permis d'ouvrir la boîte de Pandore. Et c'était des moments magnifiques de pouvoir enfin partager par simplement un soignant qui arrive pour témoigner de sa fragilité, en quelque sorte, et de sa chute, et de pouvoir enfin ouvrir et en parler et de se rendre compte que c'est systémique, c'est partout. Et donc, les morts, il y a de multiples morts, mais on a traversé le Covid, on a traversé les canicules, les pandémies, le Bataclan, mais en fait, la mort, elle est en permanence à l'hôpital. Mais vous voyez, des choses qui donnent sens, et, je veux dire, au niveau national, pour comprendre que en fait, il faut gérer avant d'autres événements, mais c'est ce qui nous arrive en permanence. Et ce qui m'a surpris, en fait, pour les habitants que j'ai rencontrés, c'est à la fois leur surprise de se rendre compte que les soignants ne sont pas préparés à la mort, en fait. Et certains comprenaient enfin pourquoi ils avaient senti les médecins tellement mal à l'aise de leur annoncer en fait leur maladie, leur pronostic, voire même le fuir, ou être dans le déni, ou mettre des mots malencontreux et sentir ce malaise en fait. Est-ce que, justement, comme vous avez rencontré à la fois des Français et puis des soignants, est-ce que l'appréhension de la mort, la perception de la mort a évolué ces dernières années ? Parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qu'on côtoie en permanence. Dans nos chaînes, on n'arrête pas de dire il y a le décès, il y a la mort, etc. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement familier. Est-ce que les choses ont évolué ? Alors,
C'est très étonnant parce qu'on a réalisé aussi des conférences avec des philosophes et des sociologues, lors de ces marches. Mais c'est totalement fou, en fait, la société dans laquelle on est. La mort a été transférée à l'hôpital. On n'en parle plus dans la société civile. Et les médias se sont emparés, en fait, de ça. Et vous parlez beaucoup de la mort. Mais c'est ce qui fait la une des journaux et ce qui fait que les gens regardent. Mais je pense que les gens sont fascinés, en fait, inconsciemment par ça. Et quand ils voient cette mort, la chose qu'ils se disent, c'est pas moi, en fait. Voilà. Sans aborder le vrai sujet. Voilà. Et donc, effectivement, quand on regarde un journal d'information, la première chose et la une, ça va être les morts d'attentats, les morts de ceci, les morts de la guerre, le décompte des morts du Covid. Et c'est la mort. La mort est affichée partout, mais elle n'est pas dite, en fait. Et je crois qu'en fait, il y a une sorte de fascination, une sorte de pornographie de la mort, vous voyez, dans quelque chose de... Voilà, mais qui reste inconscient et où les auditeurs se rassurent de se dire, c'est pas moi, ça sera pas moi là. Voilà, sans aborder le vrai sujet, en fait, qui est finalement... On n'est pas éternel. On va finir par mourir un jour et l'appréhender totalement différemment. Et je pense vraiment, en fait, que c'est quelque chose qui est dans la société française, spécifiquement la société française, qu'on ne voit pas dans les autres pays, parce que je parcours un petit peu le monde avec la maladie dont je m'occupe. Et ça, en fait, on ne peut pas avancer comme ça, il faut que ça change aussi. Parce que parler de la mort, en fait, c'est réfléchir aussi au fait qu'on n'est pas éternel, mais c'est réfléchir aussi au sens qu'on donne à sa vie. J'ai rencontré des philosophes américains dans le cadre de cette marche par hasard. Et aux États-Unis, on dit « vous vivez une fois ». Voilà. Et on enseigne ça à l'école. « You live once ». Vous vivez qu'une fois, donc faites quelque chose de votre vie. Je pense qu'en France, probablement, l'État est devenu l'État-providence et l'État doit pourvoir à tout, et probablement même à la mort. Et c'est peut-être ce qu'on voit avec cette loi de l'aide à mourir qui est discutée. Mais pour autant, vous voyez, l'aide à mourir, c'est un petit nombre de patients qui pourraient en bénéficier, qu'on soit contre, qu'on soit pour, avec tous les débats qui sont en cours, mais c'est un petit nombre. Et là encore, on est dans un paradoxe de fou, c'est qu'en fait, il y en a 668 000 qui meurent par an et on va s'intéresser aux 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 qui arriveront à bénéficier de l'aide à mourir, mais sans s'intéresser des autres, de savoir comment ils sont pris en charge. Parce qu'en fait, la réalité de l'impact de la mort sur les soignants, c'est les conséquences sur les patients et les familles qui sont mal pris en charge. Et qui vont être également traumatisés, qui vont faire des deuils pathologiques, des arrêts, etc. Donc c'est un problème de santé publique. Presque de société. Et de société. Comment ça se passe à l'hôpital quand il y a un décès? Comment vous décidez qui va annoncer la nouvelle aux proches? Comment ça se passe? Rien n'est organisé réellement, ça dépend de chaque service, de chaque équipe et de chaque médecin. Il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien d'institutionnel. Ce qui est évident, c'est que quand va survenir la mort, tout dépend de la situation de mort. Il y a beaucoup de situations de mort différentes. Une mort brutale, aiguë, non préparée. Une mort qui survient après une intervention ou un geste technique. Est-ce que sans forcément qu'il y ait une responsabilité, mais il peut y avoir une responsabilité de l'équipe. Et puis après, les morts attendues qu'on peut anticiper, en fait. Donc évidemment, la mort non anticipée, c'est très compliqué. Et la première chose que les soignants vont ressentir, de toute façon, quand il y a un décès, le premier sentiment, il est négatif, c'est la culpabilité. Et ça, c'est valable pour pour nous, Français, humains. C'est-à-dire quand on perd quelqu'un que l'on a apprécié et que l'on aime, la première chose qu'on se reproche, on se reproche des choses. Voilà. Culpabilité, c'est un mécanisme, en fait, également en partie inconscient, mais c'est cette culpabilité. Et les soignants ressortent une très forte culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait ou de ne pas en avoir fait assez. Et ça, c'est vraiment crucial parce que dans cette médecine et dans cet hôpital entreprise où tout s'accélère, où tout le temps est compté pour l'acte, mais pas pour le rapport humain, c'est clair que les soignants n'ont jamais fait assez, mais parce qu'on ne peut pas leur donner de faire assez. Voilà. Et donc, le soignant va ressentir une culpabilité importante. Et donc, après, le problème, c'est comme les familles sont souvent pas préparées à la mort, quand la mort survient, ils sont également extrêmement agressifs et violents vis-à-vis du personnel soignant. Donc, les soignants ont des sentiments négatifs, de culpabilité, vraiment de dévalorisation, etc. Et les familles en rajoutent. Voilà. Et pour autant, on peut changer les choses. Et ce qu'on a fait avec mon équipe, on est toujours en chemin, on n'a pas fini, c'est de transformer finalement la mort en un acte de « on a soigné jusqu'au bout ». Vous voyez, on n'a pas échoué, en fait, à ne pas faire des actes. Mais notre boulot de médecin, c'est d'accompagner les patients jusqu'au bout, y compris dans la mort, et y compris après la mort, notamment, pour que les familles n'aillent pas dans le deuil pathologique, pour qu'ils aient compris ce qui se passait. Et c'est un changement de paradigme total qui rejoint la médecine d'antan, en fait, à une médecine plus humaine. Voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous dites concrètement aux familles de patients par rapport à avant votre burn-out? Comment vous avez changé votre approche? Alors, nous, ça a été 15 ans d'évolution pour trouver comment arriver à prendre en charge correctement la mort des patients, mais également les équipes pour qu'elles soient là
dans le meilleur état possible pour pouvoir prendre en charge les patients et les familles. Et quels sont les mots qui font du bien? Les choses, en fait, c'est la vérité, voilà, reconnaître effectivement qu'on ne peut pas tout. Les mots qui font du bien, c'est aussi d'anticiper la mort. Avoir le courage, en fait, de pouvoir annoncer un mauvais pronostic. Mais le courage pour un médecin d'annoncer un mauvais pronostic, c'est la possibilité à un patient d'arriver dans un projet de vie jusqu'au bout et de ne pas être abandonné. Ce qui se passe maintenant, notamment dans les pathologies chroniques, je ne parle pas de l'oncologie, la réanimation, où toutes les choses sont évidemment très organisées, mais c'est qu'on ne va pas annoncer la vérité aux patients et aux familles parce qu'on n'a pas le temps, et puis parce que émotionnellement, c'est très difficile d'annoncer à quelqu'un en fait qu'il est dans le dernier chemin. Et donc, on ne le fait pas. Du coup, les patients et les familles se retrouvent dans un parcours de soins inorganisé, et quand les choses s'aggravent, ils ne savent plus à qui s'adresser. Et un certain nombre vont aller aux urgences, et je ne suis pas sûr que les urgences soient le meilleur lieu pour finir sa vie dans un état catastrophique. Alors qu'on peut anticiper un parcours de vie jusqu'au bout en qualité, en travaillant sur des soins palliatifs ambulatoires, et en travaillant avec les médecins des pathologies chroniques pour pouvoir annoncer en fait le mauvais pronostic à venir. Avec évidemment, on n'est pas devin, on ne peut pas deviner quand ça va arriver, mais lancer en parallèle en fait un parcours ambulatoire de soins palliatifs pour permettre en fait aux patients et à la famille de cheminer. Il faut aussi avancer. Mais il y a des équipes qui font ça. On travaille sur Paris avec des gens qui sont incroyables et qui nous aident à suivre nos patients. En fait, on suit nos patients, on continue de les suivre, bien sûr, du point de vue de leur pathologie d'organes et notamment l'amylose, mais ils sont suivis aussi en parallèle pour maintenir la qualité de vie et avancer sur ce projet. Qu'est-ce qui compte pour le patient pour aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui est important pour lui et pour les familles? Et quand les choses s'aggravent et que le patient voit que la fin arrive, à ce moment-là, il est déjà dans une équipe de soins palliatifs qui peut le prendre en charge et qui sait faire, qui a les moyens humains et qui a le temps et la qualité de la prise en charge. Actuellement, ce qui se passe à l'hôpital, c'est pas vraiment des soins palliatifs, souvent ça dépend des structures, mais c'est des soins d'agonisants, c'est-à-dire que le malade, il va mourir 8 à 10 jours après sa rentrée dans l'hôpital. Et donc, on n'a pas pu anticiper, en fait, ce qui se passe à la fin. Si on revient aux soignants, vous disiez tout à l'heure qu'il y a toujours un petit sentiment de culpabilité quand, en fin de compte, c'est un peu un échec. Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Une fois que le décès est arrivé, est-ce qu'il y a une démarche particulière par rapport aux soignants pour faire, certes, un débriefing technique, parce que c'est ce que vous dites, mais est-ce qu'il y a aussi des méthodes d'accompagnement par rapport aux soignants, la prise de parole? Parce que c'est là, en fait, où les choses vont s'accumuler. C'est peut-être ça qui mène au burn-out, d'ailleurs. Le problème, en fait, c'est que les soignants sont isolés. Donc, quand dans mon parcours, j'ai interrogé les soignants, donc les médecins n'avaient eu aucune formation sur leurs émotions, comment gérer les émotions, comment prendre la mort, comment elle va les toucher eux. Tout est basé sur le patient et tout est centré sur le patient. Et les paramédicaux, dans 80% des cas, c'était, on m'a formé à laisser mes émotions au vestiaire quand je mets ma blouse. Donc, quand vous ne pouvez pas avoir des émotions, et évidemment, face à la mort, tous les soignants et tous les humains vont avoir des émotions. On est dans un soin humain, on n'est pas que dans un acte technique comme une entreprise mécanique. Donc, culpabilité, et en plus, vous ne pouvez pas en parler, parce que si vous en parlez, vous n'avez pas le droit d'en parler, et en plus, voilà. Donc, vous voyez, vous rentrez dans un cercle vicieux. Donc, la première chose, c'est briser le tabou. Oui, les soignants ont des émotions. Oui, vis-à-vis d'un patient, il va y avoir des transferts particuliers, parce qu'il ressemble à mon papa, à ma maman, etc. Et on va être plus ou moins touché. Donc, la première chose, briser le tabou dans les équipes. Oui, la mort nous impacte, tous à différents niveaux, et chaque situation est singulière et particulière. La deuxième chose, évidemment, c'est quand il y a un décès subit où tout le monde est surpris, c'est un défusing, c'est-à-dire une réunion immédiate pour savoir comment va l'équipe. Nos réanimateurs ont créé ce qu'on appelle la seconde victime. Est-ce qu'il n'y a pas une seconde victime? Et est-ce que cette seconde victime, ce n'est pas un soignant? Parce que l'équipe a besoin justement de ce collectif. Et retrouver du temps, effectivement, de retrouver du temps. La médecine, ce n'est pas qu'un acte technique, il y a du temps humain avec le patient qui est capital, notamment lorsqu'on approche la fin de vie, mais également au sein des équipes. Et ce temps a été réduit, les temps de transmission, les temps d'échange. Et ce temps humain, il est nécessaire en fait de le comptabiliser. C'est ce que dit le rapport IGAS en fait. C'est ce que dit le rapport IGAS. C'est comme on n'évalue pas la mort, il y a des services où il y a beaucoup de morts, il faut redonner du temps aux soignants pour qu'ils puissent se réparer. Et cette réparation, elle est collective. Et puis, évidemment, des prises en charge psychologiques et l'intervention de psychologues dans les services où il y a beaucoup de morts. Donc, quand on sait où il y a des morts, on peut après, faire des procédures. Donc, dans mon service, on a du temps avec des psychologues, des groupes de parole, il y a des groupes de pairs, il y a des groupes balines, il y a plein de choses sont organisables pour soutenir les soignants, mais dans l'intérêt des soignants, mais dans l'intérêt des hôpitaux et des institutions, mais on voit la même chose aussi en ville, et également pour l'intérêt des patients que sont les Français. Est-ce qu'il a été prouvé que dans les services où l'on côtoie davantage la mort, il y a plus de démissions, de turnover
au niveau du personnel? Tout dépend du management et de ce qui est mis en place, évidemment. Mais juste pour vous donner simplement la réalité, je suis parti 5 ans après la pandémie de Covid. Voilà, la pandémie de Covid, c'est une mort par maladie contagieuse avec un risque de contamination. Voilà. Ce qui s'est passé pendant le Covid, on a une sorte d'amnésie collective, hein. Mais nous, soignants, on a été amenés à prendre en charge des patients, à les trier. On les a triés. Et certains patients mouraient dans une chambre, étouffés, sans qu'on ait l'équipement, avant que ça arrive, suffisant pour pouvoir les prendre en charge correctement. Au tout début de la pandémie. Au tout début de la pandémie. Et avec le risque d'être contaminé soi-même et de contaminer les gens qu'on aime. 5 ans après l'épidémie de Covid, je suis parti faire cette marche. Voilà. Il y avait encore, dans certains services, un quart des lits fermés, faute de soignants. Les soignants ont quitté l'hôpital suite à l'épidémie de Covid. Voilà. Et donc, la question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que ça a changé ? Voilà. Et ben, je crois que c'est la confrontation à cette mort qui peut toucher les gens qu'on aime, qui en a fait partir une grande partie. Et de réaliser, en fait, effectivement, c'est le plus beau métier du monde. Hein. Voilà, je le conseille à tous les jeunes, etc. C'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde. Mais il faut s'y préparer. Et il faut mieux former les jeunes, mais former aussi tous ceux qui sont actuellement à l'action pour qu'ils analysent ce qui se passe dans leur service, qu'ils mettent en place des procédures. Et je crois que c'est la responsabilité ministérielle de lancer quelque chose là-dessus, parce que ce rapport de l'IGAS, il est resté comme une lettre morte, et les choses ne vont pas en s'améliorant. D'autant plus que les meilleurs acteurs de la mort, c'est les soins palliatifs, on sait bien qu'il y en a pas assez. Les oncologues ont beaucoup travaillé, mais ils ont fait tellement de progrès sur les thérapeutiques qu'il y a beaucoup moins de morts, et que la mort maintenant, c'est sur le vieillissement et les pathologies chroniques. Voilà. Et nous, médecins et soignants de pathologies chroniques, hein, diabète, tout ce que vous voulez, neuro, etc., on n'est absolument pas formés à la mort et pas préparés à la prendre en charge. Thibaut Daby, merci beaucoup pour ces réflexions qui nous touchent tous, bien évidemment, au-delà même du côté médical. Je rappelle que vous êtes dirigé le service de cardiologie au CHU Henri Mondor à Créteil, près de Paris. Et merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.